Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo, cet avis critique consacré à la série de fantasy disponible sur Netflix, Shadow and Bone. Et il n'y aura pas de spoiler dans une grande partie de cette vidéo. Quand j'en viendrai au spoiler, je vous préviendrai, ne vous inquiétez pas. Et sachez que je commencerai par vous présenter les grandes lignes de l'univers, on va dire, de Shadow and Bone, puisqu'il a quelques originalités. Et cela pourrait vous permettre de savoir si la série pourrait vous intéresser si vous ne l'avez pas encore vue. Allez, c'est parti. Comme bien souvent dans le genre de la fantasy, Shadow and Bone, c'est une adaptation issue de romans, sauf que la petite particularité, en l'occurrence, c'est qu'il s'agit de la fusion d'une trilogie et d'une duologie de la même auteure, Leigh Bardugo, qui a même un petit caméo d'ailleurs dans cette première saison. La série compte 8 épisodes et Netflix oblige, ils sont tous sortis en même temps. Avec Shadow and Bone, on se situe dans le segment Young Adult, et oui, je parle de segment marketing, puisque de mon point de vue, le Young Adult est clairement davantage un ciblage de public plutôt qu'un genre littéraire, même s'il est vrai qu'on peut retrouver certains éléments structurels communs à la plupart des œuvres Young Adult. Alors bien sûr, en littérature, des œuvres qui vont viser un public jeune adulte, ça existe depuis très longtemps, mais on peut a priori lier l'association de cette explosion de young adult, aussi bien en termes de quantité que de succès, et bien justement au succès planétaire colossal de Harry Potter, aussi bien en livre qu'en salle de cinéma, même si de prime abord Harry Potter n'avait pas spécialement ce ciblage jeune adulte. Et puisqu'on parle d'ingrédients dans Shadow and Bone, on retrouve des personnages principaux qui ont un âge proche de celui du public visé, une héroïne qui va connaître une transformation forte, des sentiments, et notamment le fameux triangle amoureux, ainsi qu'un accent qui est mis sur les états d'âme des personnages. Et pour contrebalancer ces passages obligés qui ne sont pas toujours passionnants à vrai dire, je trouve que les quelques originalités de Shadow and Bone sont particulièrement bienvenues, et je pense notamment à l'inspiration slave, voire carrément russe, qu'on retrouve aussi bien dans les décors, l'architecture que les costumes. Autre originalité de Shadow and Bone par rapport à la plupart des autres œuvres de fantasy, on a le niveau technologique qui va positionner l'action à peu près à l'équivalent du début du 19e siècle pour nous, alors que la révolution industrielle a déjà largement modifié le visage de la plupart des nations. Et enfin, on a la magie, ce qu'on peut appeler le système de magie, qui là encore a quelques originalités et qui est souvent important, voire très important, pour donner une spécificité, une particularité à une œuvre de fantasy par rapport aux autres. En l'occurrence, on appelle Grisha ceux capables de manipuler la magie définie comme la petite science par les spécialistes au sein de cet univers. Les Grisha forment une caste sociale supérieure au sein de la société de Ravka, non sans que cela n'aille avec un certain ressentiment. Disons au moins qu'il y a un potentiel d'originalité pour cette magie, mais qui est loin d'être pleinement exploité dans cette première saison, ce qui n'est pas vraiment étonnant en soi, puisqu'une première saison va surtout être utilisée pour faire découvrir les grandes lignes de l'univers aux spectateurs. Au sein de l'armée de Ravka, les différents pouvoirs dont sont capables les Grisha, eh bien on les distingue grâce à la couleur de l'habit qu'ils portent. Ce manteau s'appelle le kefta, et oui, je vous rassure, moi aussi ça me fait penser à une boulette de viande hachée. La couleur bleue désigne les Grisha capables de manipuler un élément comme le feu ou le vent, la couleur rouge désigne ceux qui manipulent le corps humain, que ce soit pour soigner ou encore modifier le rythme cardiaque, et enfin la couleur violette désigne ceux qui peuvent fabriquer des choses et modifier la matière non organique. Et dans la série, on découvre deux autres pouvoirs bien plus rares a priori, qui consistent à manipuler l'ombre et la lumière. On peut aussi préciser que la forme et la couleur des broderies qu'on trouve sur les keftas, ces manteaux, permettent de distinguer encore plus précisément au sein de tel ou tel ordre quels sont les pouvoirs spécifiques du Grisha qu'on a face à nous. Attention toutefois, il faut bien garder à l'esprit que ce que je viens de vous expliquer ne s'applique qu'à l'armée de Ravka, très organisée, très hiérarchisée, et on peut bien sûr imaginer qu'il existe des Grisha, donc des gens capables de manipuler cette petite science, cette magie, en dehors des rangs de cette armée dans d'autres pays, et peut-être même des gens qui n'ont pas du tout conscience d'avoir ce type de pouvoir. En effet, au sein de cette nation qui s'appelle Ravka, on a une campagne d'identification systématique aux alentours de 8-10 ans, si on en croit la série, des Grisha potentiels donc, et ce qui va permettre de les former, mais ce qui va aussi participer
à une nette différenciation, à une ségrégation, on peut dire, entre les Grisha et les non-Grisha. Dans cette saison, on découvre un autre aspect relativement original et intéressant concernant la magie toujours, mais j'y reviendrai cette fois dans la partie spoiler. Les personnages principaux qui sont Alina, Mal et le général Kerrigan sont originaires de Ravka et la majeure partie de l'action s'y déroule. Pour vous situer un petit peu les choses géographiquement, ce que fait assez mal la série, au nord de Ravka, on a Fjerda, qui est une nation inspirée des Scandinaves plus ou moins, et au sud Shuan, qui est clairement inspiré de la civilisation chinoise. Autre point, autre phénomène géographique important et assez original on va dire, le royaume de Ravka lui-même est coupé verticalement en deux par le pli d'ombre, le Shadowfold, qui est une zone de ténèbres habitée par des créatures terrifiantes. Et cette zone d'ombre va séparer Ravka Est de Ravka Ouest, sachant que cette zone de Ravka, du Ponant, donc de l'ouest, a des velléités d'indépendance. Enfin, on a aussi une île sur laquelle se situe la cité marchande de Ketterdam, et c'est là que démarre un autre groupe de personnages, les Crows, avec Kaz, Inej et Jesper, qui sont, pour résumer, issus du milieu criminel ou tout du moins des quartiers chauds. Et la série a donc fait le choix de mélanger l'histoire d'Alina, Mal et du général Kerrigan, que je vous ai déjà évoqué, avec les trois personnages que je viens de citer, à savoir Kaz, Inej et Jesper, et je pense que c'est un choix judicieux. En effet, je pense qu'une première saison centrée uniquement sur les personnages de Ravka aurait couru le risque d'être rapidement répétitive et ennuyeuse, tant Alina peut se révéler agaçante et ses atermoiements redondants. Avant d'en venir à ce qui fâche, je dirais que dans l'ensemble, Shadow and Bone se suit sans déplaisir. On a une réalisation relativement plate, mais au moins qui sait se faire oublier, et visuellement, c'est très correct. Musicalement, je dois bien dire que rien ne m'a marqué dans la série, que ce soit en bien ou en mal. Évidemment, on est toujours un peu dans le subjectif, et je doute bien que l'appréciation variera beaucoup d'une personne à l'autre, et notamment pour le public entre 14 et 25 ans peut-être, même si je n'ai aucun doute sur le fait que des personnes en dehors de ces tranches d'âge pourraient largement apprécier la série. De mon point de vue, on se situe avec Shadow and Bone à un niveau assez nettement inférieur à celui de la série The Witcher. Même si les épisodes de The Witcher étaient inégaux, on avait des enjeux mieux rendus à l'écran, des scènes d'action nettement meilleures dans l'ensemble, ainsi qu'un niveau global d'interprétation plus élevé. Et si je vous ai résumé aussi la situation, on va dire, de Shadow and Bone, avant d'aller plus loin sur mon avis, c'est certes pour planter le décor, mais aussi pour souligner que la première saison n'est pas forcément très efficace pour permettre aux spectateurs de prendre conscience des enjeux géopolitiques qui se jouent. On pourrait espérer que le temps gagné en ne racontant pas trop de choses sur l'environnement, la géopolitique, aurait pu être mis à profit pour les personnages, mais il faut bien reconnaître qu'un certain nombre d'entre eux manquent encore assez nettement de développement. Il me semble que cette première saison consacre trop de temps à un sentimentalisme dénué soit de substance, soit de subtilité, soit des deux, et pas assez à certains personnages, et notamment à certains éléments surnaturels qui sont a priori plus intéressants que les états d'âme d'Alina Starkov. Parmi les choix qu'on peut mettre au crédit de cette adaptation, on a celui de faire de l'héroïne principale, Alina Starkov, une métisse dont les traits typiques de Shu-Han vont la confronter à l'ostracisme dès son plus jeune âge. Il s'agit donc d'une spécificité qui n'apparaît pas dans les livres, c'est un choix relativement intéressant, mais qui reste sous-exploité par cette première saison en tout cas, puisqu'on n'apprend absolument rien de plus sur le mystérieux pays de Shuan au sud de Ravka. De mon point de vue, Alina Starkov est une héroïne qui manque de force de caractère et même souvent d'initiative. Elle a aussi une très nette tendance à l'apitoiement sur son propre sort. Ajoutez-y une performance d'actrice qui se repose sur une palette d'expressions relativement limitée et vous obtiendrez un cocktail particulièrement fade. Il m'a semblé voir sur internet que certains s'extasient sur l'interprétation des Crows, les corbeaux, les corneilles, comme vous voulez, à savoir Kaz, Jesper et Inej, et il n'y a guère que cette dernière qui m'a semblé assez convaincante, même s'il lui manque une grande scène pour vraiment l'exprimer. Il faut bien avouer que Kaz reste une énigme pour cette première saison en tout cas, et que Kaz comme Jesper sont définis tout au plus par 2 ou 3 caractéristiques. Ah oui, Kaz est un faux cynique planificateur, tandis que Jesper est un dandy accro au jeu et excellent tireur. Voilà tout. Rien de plus pour eux donc, et le jeu d'acteur ne va pas vraiment permettre de les élever au-delà de ces stéréotypes. Reste donc Ben Barnes dans le rôle du général Kerrigan et Archie Renault dans le rôle de Mal,
qui sont les mieux interprétés avec Amita Suman dans le rôle d'Inej. Alors donc ce sont les meilleurs, mais on n'est pas non plus dans la masterclass. Pour revenir sur Ben Barnes, on se souvient qu'il était bon dans Westworld, mais je pense que le niveau d'ensemble du cast de Westworld était tellement élevé que cela propulsait le sien plutôt vers le haut, et là il se retrouve plutôt au sommet de cette pyramide d'interprétation qui n'est malheureusement pas très élevée. Et il n'est pas uniquement question ici de juger de façon relativement subjective le jeu des acteurs, mais aussi l'alchimie ou plutôt l'absence d'alchimie entre certains des personnages, mais j'y reviendrai un peu plus en détail dans la partie spoiler. Concernant maintenant la structure scénaristique de cette première saison, on ne peut que constater le rôle prépondérant presque de tout ce qui relève des coïncidences du hasard. Alors ce hasard, il fonctionne très bien dans une scène en particulier sur laquelle je reviendrai rapidement dans la partie spoiler, et qui est assez amusante, mais pour le reste on ne peut être que consterné par la façon dont notamment les personnages vont très facilement se retrouver les uns les autres. Maintenant que j'ai dit tout ça, si je devais pointer le plus grand défaut de cette première saison à mes yeux, ce serait sa prévisibilité. Comme le veut l'expression, c'est cousu de fil blanc aussi bien dans les tensions amoureuses, les relations entre les individus ou le déroulement de la saison ou encore son dénouement. Alors oui, c'est vrai, j'ai soulevé beaucoup de faiblesses, mais je répète néanmoins que l'ensemble peut se suivre avec un certain plaisir, notamment du fait de quelques qualités de production, du dépaysement d'ensemble que la série procure. On se situe nettement au-dessus d'un machin comme Cursed par exemple, et c'est également meilleur que la première saison des Chroniques de Shannara, mais bon, c'est pas compliqué. Je vais maintenant passer à la partie spoiler et aussi évoquer rapidement la suite, les prochaines saisons. Et donc si vous ne souhaitez pas me suivre sur ce terrain miné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avant de me lâcher. Vous l'aurez sans doute deviné si vous avez vu cette première saison lorsque je faisais référence à une scène de hasard, de coïncidence particulièrement amusante. Eh bien il s'agissait de celle dans laquelle Alina Starkov sort du Petit Palais pour aller directement s'enfermer dans la malle à l'arrière du coche des Crows. C'est une scène qui faisait vraiment sourire, mais dans le bon sens du terme. Il me semble qu'un des points surnaturels de la série a un potentiel particulièrement intéressant, il s'agit des amplificateurs. Et d'ailleurs, la série, l'adaptation va mieux gérer une partie de cette chose que les romans, puisque pour ce qui est des bois du cerf, il s'agit d'un simple colis finalement dans les romans, alors que dans la série, on a cette scène d'intégration de ces parties de bois de cerf au corps d'Alina Starkov. Et pendant cette scène, je m'étais fait la réflexion de l'approche plus dure qu'on avait quand même dans cette fusion de ce côté un peu body horror, si j'exagère un peu, qu'on ne trouve pas dans le reste qui est plutôt gentillet. Et donc je n'ai pas été surpris, très surpris en tout cas en apprenant ensuite que ce n'était pas dans les livres, puisque ça ne colle pas vraiment avec l'ambiance du reste. Et c'est assez dommage d'ailleurs. Ceci dit, j'aurais vraiment apprécié un développement bien plus fourni sur l'aspect mythique et même féerique de ces animaux et une réflexion sur la place de la nature dans cet univers. Le grand cerf comme symbole d'une nature indépendante et même transcendante, voilà quelque chose qu'on retrouve dès les mythes celtes par exemple, ou encore beaucoup plus récemment dans Princesse Mononoke. Mais là on se retrouve finalement avec un choix dichotomique relativement creux entre le fait de tuer ou d'épargner un animal, ça va pas bien loin. Parmi les pseudo-intrigues sentimentales complètement dénuées d'intérêt ou de subtilité, on a ce fameux duo avec la Grisha Nina Zenik et le chasseur de sorcières, Mathias. C'est quasiment insupportable tellement c'était gros comme une maison. Dès la première scène entre les deux, on pouvait deviner toute la suite pour les deux dans la saison, c'était assez consternant. Une autre interaction qui m'a semblé vraiment gênante, vraiment cringe comme on dit à l'écran, il s'agit des jeux de regard entre Genia Safin, cette Grisha qui est maquilleuse royale, et David, le Grisha d'Urast. C'était vraiment très gênant le jeu entre ces deux acteurs, c'était affligeant. Lorsque j'évoquais l'alchimie absente entre certains personnages, entre certains acteurs, ça se ressent très durement lorsque Alina et Mal vont se retrouver après tout ce temps séparé. On ne ressent quasiment rien à vrai dire, et c'est vraiment très gênant étant donné l'importance de leur lien dans l'histoire et de ces retrouvailles. Concernant le général Kirigan, on a ce petit flashback qui le concerne, un flashback bienvenu mais on l'aurait voulu plus long. Alors au moins on comprend plus ou moins la logique qui l'anime, c'est déjà pas si mal. Un petit commentaire aussi sur une scène qui me paraît totalement inutile en termes de scénario tout simplement. Il s'agit de la scène de batifolage homosexuel dans l'écurie entre Jesper et le garçon d'écurie. Alors le fait de montrer des personnages homosexuels,
ça n'a absolument rien de gênant, bien sûr, mais là, en l'occurrence, la scène est vraiment totalement gratuite. Si on avait mis un personnage féminin à la place, on aurait trouvé que le rôle aurait été quasiment dégradant, puisqu'il n'a pas du tout besoin de coucher avec le garçon d'écurie pour arriver à ses fins, pour récupérer le coche, les chevaux principalement. Et donc on se demande vraiment pourquoi ça a été mis là, ça n'a aucun intérêt, puisqu'on savait déjà ses tendances sexuelles lorsqu'il flirtait un peu du regard avec le garçon d'écurie, ça me semblait suffisant a priori. J'ai aussi une petite interrogation sur un sujet totalement différent, il s'agit du Shadowfold. Jamais personne ne parle de la possibilité de passer par-dessus, puisque clairement quand on voit le Shadowfold à l'écran, eh bien au bout d'une certaine hauteur on distingue le ciel, donc pourquoi avec le niveau technologique dans Shadow and Bone, on n'a pas de montgolfière, de dirigeable, puisqu'on a quand même des grisha qui sont capables de manipuler l'air, le feu, d'autres qui sont capables de créer des structures. Donc pourquoi ne pas passer par-dessus? Alors peut-être que c'est évoqué dans les romans, vous pourrez me le dire en commentaire si vous les avez lus, ce qui n'est pas mon cas. Et comme je ne peux pas vraiment m'en empêcher, une toute petite théorie, plus une remarque qu'une théorie, rassurez-vous, j'ai quand même bien l'impression que cette première saison cherche à nous mettre la puce à l'oreille, nous spectateurs, concernant l'éventuel pouvoir qu'aurait Mal, puisqu'il n'a toujours pas été testé en tant que Grisha, ça c'est assez évident, on le voit pendant le flashback. Et on peut aussi se demander si son pouvoir pourrait être lié au fait d'amplifier celui d'Alina, puisque généralement quand leurs mains se touchent, sachant que vraiment il y a le focus qui est mis sur ces mains qui s'effleurent, qui se touchent, qui ne se touchent pas vraiment, et on a pu constater dans le premier épisode que le pouvoir d'Alina avait explosé carrément lorsqu'elle tenait la main de Mal dans la sienne, donc à voir pour la suite. Apparemment pour la saison 2, on passera plus de temps à Kettledam, notamment avec le gang des Crows, et on sait que le showrunner estime qu'il y a du potentiel pour 3 saisons et bien plus en réalité. Je ne peux pas encore vous affirmer avec certitude si je regarderai ou je ne regarderai pas les saisons suivantes. Peut-être que je continuerai par curiosité pour voir s'ils parviennent à réduire les points faibles que j'ai évoqués et à maximiser les pistes quand même qui sont assez intéressantes sur les points les plus surnaturels à creuser. Et peut-être que les personnages vont aussi prendre de la maturité, qu'on sera un peu moins dans le chouinage sentimentaliste. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Et bien sûr, vous le savez, si vous ne laissez pas un pouce en l'air, si vous ne vous abonnez pas à la chaîne dans l'objectif des 500K à l'horizon, eh bien je serai obligé de sévir d'utiliser mes pouvoirs universels et omnipotents pour vous mettre dans un kefta. Alors comme ça, apparemment, c'est plutôt sympa. Mais non, je parle bien d'un kefta formé avec des boulettes de viande en mode Lady Gaga. Et je vous préviens, ça va être #kefta. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!